Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires paranormales vraies. Nous allons commencer par la première histoire. Les visages d'outre-tombe. En décembre 1924, un pétrolier, le SS Waterton, quittait les côtes de Californie. Ses cuves étaient vides et il devait aller chercher le pétrole, à la Nouvelle-Orléans, pour le livrer à New York. Les conditions météo étaient bonnes, la traversée s'annonçait sans aucune entrave. Comme d'habitude, lorsque les cuves étaient vides, le capitaine Case Tracy demandait à 2 matelots de descendre le nettoyer. Les cuves dégageaient des gaz toxiques. Les 2 matelots sont morts asphyxiés dans les entrailles du bateau. Une courte cérémonie leur est rendue hommage. Elle était organisée sur le pont, ensuite les 2 corps sont jetés à la mer. Ensuite des événements étranges commençaient à survenir. Le lendemain, 2 matelots se penchant sur le bord, sont allés dire à leur capitaine, que les 2 matelots morts, les suivaient, et qu'ils étaient toujours là. En fait, ils ont vu les 2 visages des 2 matelots morts, qui flottaient à la surface de l'eau. Les visages des 2 marins apparaissent dans l'écume formée dans le sillage du bateau. L'équipage n'en revenait pas. Sceptique, le capitaine cherchait une explication rationnelle mais en vain. Quand le capitaine arrivait au port d'attache en Nouvelle-Orléans, il est allé voir la capitainerie, il racontait son histoire, en leur expliquant que les 2 visages des 2 matelots morts et jetés dans la mer, apparaissaient en surface de l'eau et les suivaient. La capitainerie conseillait le capitaine de prendre des photos, pour pouvoir les soumettre à une analyse minutieuse. Le bateau reprenait la mer, le capitaine a pris quelques photos de l'écume, autour de la coque, et ce qu'il avait découvert allait le stupéfier. Sur une des photos, apparaissait le visage des 2 hommes, de façon distincte. Les matelots disaient, qu'ils n'avaient aucun doute que c'est les visages des 2 matelots décédés. Est-ce que, c'était une blague de mauvais goût, une illusion d'optique, ou une hallucination collective, d'un équipage traumatisé par l'accident, de leurs amis? À l'arrivée à New York, une agence de détectives privée est chargée de vérifier l'authenticité de la photo. Les détectives sont formels, la photo n'était pas truquée. Les 2 silhouettes étaient bien réelles et assez troublantes. L'équipage n'avait aucun doute que c'est les visages de leurs défunts amis. Personne ne s'expliquait comment les visages arrivaient à flotter en suivant le bateau. Aujourd'hui les protagonistes sont décédés, mais plus de 90 ans après cette histoire, personne n'a encore apporté une explication logique à la photo des marins du SS Waterton. La deuxième histoire. La miraculée. Marie Bigot est décédée en 2016, à l'âge de 93 ans, à la maison de retraite de la Sagesse, à Pleurtuis, où elle vivait depuis 1978. Pleurtuis est une petite ville bretonne de Saint-Malo en France. Marie Bigot avait passé sa jeunesse souvent malade et d'une santé fragile. Elle n'a pas été longtemps à l'école à cause de ses maladies. Son état de santé se dégradait jusqu'à l'état extrême. À 30 ans, sa vie basculait. Marie Bigot était atteinte d'une très grande infection au cerveau. Pendant qu'elle chauffait son déjeuner, elle sentait une forte douleur à la tête, elle tombait par terre, elle ne voyait plus et elle n'entendait rien. Elle était devenue sourde, aveugle et hémiplégique. Elle n'avait aucune sensation au niveau du côté droit de son corps. Les médecins étaient catégoriques, aucune amélioration n'était possible, le cerveau était atteint de façon irréversible. Elle a eu une intervention neurochirurgicale très délicate, avec une trépanation de la tête. Les médecins ont percé sa boîte crânienne d'un trou circulaire, dans le but d'accéder au cerveau pour procéder à une intervention très sensible. Malheureusement, l'intervention chirurgicale a échoué, les médecins ont déclaré que la maladie de Marie Bigot était incurable.
Marie Bigot vivait isolée du monde entier. Sourde, aveugle et paralysée, elle ne pouvait plus correspondre avec sa famille. L'entourage de Marie ne voulait pas baisser les bras et se plier à cette fatalité. Dans un dernier espoir, en 1953, sa maman l'accompagnait à Lourdes, la ville des miracles. Lourdes est située dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées. Par un simple hasard, un cinéaste rencontrait Marie, il s'intéressait à cette jeune malade parmi tant d'autres, venue à Lourdes sans trop y croire. Parmi les 2 millions de malades qui étaient présents cette année-là, Marie allait vivre une véritable renaissance. Elle commençait par ressentir une crampe qui débutait par ses pieds jusqu'à la tête, elle a bougé sa main et son pied puis elle avait pris son chapelet. Incroyable, elle ressentait de nouveau ses doigts. Elle essayait de se lever, elle enlevait le drap sur ses jambes et elle se mettait debout sans aucun problème. Devant les caméras du cinéaste et des médecins, Marie tenait debout. Certes, elle ne voyait toujours pas et elle n'entendait pas, mais elle marchait. Marie et sa maman pleuraient de joie, elles n'en revenaient pas, leur vœu a été exaucé. Cette guérison complète et exceptionnelle a fait de Marie la 59e miraculée de Lourdes. Pour la science, Marie Bigot reste une énigme. Juste après sa guérison, Marie Bigot a décidé d'apporter du réconfort à ceux qui souffrent, c'était sa façon à elle de remercier le bon Dieu pour sa bénédiction. Marie Bigot a connu 2 miracles à Lourdes. En 1953 et 1954, elle a retrouvé l'ouïe, la vue et l'usage de ses jambes. Elle s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Est-ce que la maladie de Marie Bigot n'est qu'une manifestation somatique, d'origine psychique? Une fois arrivée à Lourdes, et grâce à ses croyances et à sa foi, elle a pu se libérer de ce fardeau. Ou alors, réellement sa maladie est organique comme ils ont déclaré ses médecins. Est-ce que Marie Bigot a vécu un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique, qui est alors attribué à une puissance divine? La 3e histoire. Le musicien le plus précoce de tous les temps. Il s'appelle Jay Greenberg, il est américain, c'est un des musiciens les plus précoces de tous les temps. On le compare au grand génie de la musique classique, comme Mozart. Il a commencé sa carrière à 11 ans. À 12 ans, il était le premier enfant à intégrer la plus célèbre école de la musique au monde. Jay Greenberg est considéré aujourd'hui comme le musicien prodige le plus incroyable du siècle. Il est né, le 13 décembre 1991, à New Haven au Connecticut, au nord-est des États-Unis. Il est le fils aîné d'un couple de professeurs de langue. Très tôt, Jay Greenberg se passionne pour le baseball, comme les enfants de son âge. Depuis sa tendre enfance, ses parents s'interrogent, selon eux, tout a commencé à 3 ans. Il passait son temps à dessiner des instruments de musique. Pourtant aucun instrument n'existait à la maison, il était fasciné par le violoncelle. Il lui en avait acheté un, il s'était assis sur une chaise et il se mettait à jouer, alors que personne ne lui avait jamais appris à l'utiliser. Comment expliquer qu'avant même de commencer à écrire, un enfant a pu développer cet incroyable don pour la musique, et il composait ses premières œuvres avec son système de notation, qu'il avait lui-même inventé. Le petit Jay expliquait que les partitions étaient écrites dans sa tête, tel un flash, il avait ajouté qu'il a toujours une mélodie en tête. Les parents de Jay affirmaient que quand leur enfant était petit, les instituteurs les convoquaient, car ils étaient inquiets pour lui, il était un peu différent par rapport aux autres enfants. Ses héros n'étaient pas Batman et Superman, mais Mozart et Beethoven. Jay composait de façon instinctive, en fredonnant la moindre mélodie, il disait que quand une belle musique lui passait par sa tête, il adorait marcher pour trouver le bon tempo et l'inspiration. Quand il marchait, il lui arrivait de diriger comme un chef d'orchestre devant ses musiciens.
À 11 ans, Jay a achevé sa 5e symphonie. Un an plus tard, il est le premier enfant du monde à intégrer la prestigieuse Juilliard School de New York où il est rentré en 3e année. Jay est un véritable prodige musical de notre siècle, il est capable d'orchestrer et de composer une sonate entière en moins de 30 minutes. En 2006, l'Orchestre symphonique de Londres a interprété sa 5e symphonie. Jay venait tout juste de fêter ses 20 ans. En 2007, le concerto pour violon de Jay Greenberg est présenté à Carnegie Hall de New York. La vidéo d'aujourd'hui vient de se terminer. Merci pour votre fidélité. Parmi les 3 histoires véridiques que je viens de vous raconter, quelle est l'histoire qui vous a le plus plu? Laissez-moi le savoir en commentaire. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.